Dans le cadre de l'événement À corps et à cri, conditions de vie des femmes et mobilisation féministe, octobre-décembre 2021, événement proposé par les bibliothèques de Lyon et de la métropole, lecture féministe, bibliothèque Clémence Lortet. Opinion d'une femme sur les femmes. Fanny Raoult, essai. Aux femmes. Permettez que je vous dédie mon ouvrage, Femme pour qui seule j'écris. S'il trouve en vous ces protectrices comme son sujet, qu'ai-je à redouter ? Forte de votre approbation, j'oserai tout braver. Puissais-je améliorer votre sort ? Plusieurs d'entre vous, ne le croyant pas si malheureux, s'étonneront du tableau que j'en fais. Les couleurs en sont fortes peut-être, elles empruntent la teinte de mon âme, mais il n'y entre point d'exagération. Hélas, la vérité, la cruelle et triste vérité, c'est elle seule qui conduit ma plume. Son ascendant irrésistible m'entraîne et je prends votre défense. Peut-être l'injustice et la déraison prévaudront-elles encore longtemps, peut-être l'habitude de penser n'est-elle pas assez commune pour que toutes les idées philosophiques puissent fructifier dans des têtes qu'elle n'a pas encore cultivées, mais une idée utile est rarement perdue. Elle tombe toujours dans quelques esprits féconds où elle fermente en silence et se développe tôt ou tard. Voilà l'encouragement des philosophes véritables. Leurs écrits peuvent être mal accueillis d'une foule frivole qui ne peut s'élancer au-delà de l'intérêt présent et immédiat, mais n'eussent-ils produit leurs effets que sur un seul lecteur, leur succès est certain, parce qu'il y aura d'autres siècles après le leur. Quel que soit le sort de cet écrit, je recevrai une bien douce récompense de mon dévouement, si votre estime en devient le prix. On ne naît pas femme. On ne naît pas femme, on le devient. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. C'est l'ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu'on qualifie de féminin. Seule la médiation d'autrui peut constituer un individu comme un autre. En tant qu'il existe pour soi, l'enfant ne saurait se saisir comme sexuellement différencié. Chez les filles et les garçons, le corps est d'abord le rayonnement d'une subjectivité, l'instrument qui effectue la compréhension du monde. C'est à travers les yeux, les mains, non par les parties sexuelles, qu'ils appréhendent l'univers. Le drame de la naissance, celui du sevrage, se déroule de la même manière pour les nourrissons des deux sexes. Ils ont les mêmes intérêts et les mêmes plaisirs. La succion est d'abord la source de leurs sensations les plus agréables. Puis ils passent par une phase anale où ils tirent leur plus grande satisfaction des fonctions excrétoires qui leur sont communes. Leur développement génital est analogue. Ils explorent leur corps avec la même curiosité et la même indifférence. Du clitoris et du pénis, ils tirent un même plaisir incertain. Dans la mesure où déjà leur sensibilité subjective, elle se tourne vers la mère. C'est la chair féminine douce, lisse, élastique, qui suscite des désirs sexuels, et ces désirs sont préhensifs. C'est d'une manière agressive que la fille, comme le garçon, embrasse sa mère, la palpe, la caresse. Ils ont la même jalousie s'il naît un nouvel enfant. Ils la manifestent par les mêmes conduites, colère, bouderie, troubles urinaires. Ils recourent aux mêmes coquetteries pour capter l'amour des adultes. Jusqu'à 12 ans, la fillette est aussi robuste que ses frères. Elle manifeste les mêmes capacités intellectuelles. Il n'y a aucun domaine où il lui soit interdit de rivaliser avec eux. Si,
Bien avant la puberté et parfois même dès sa toute petite enfance, elle nous apparaît déjà comme sexuellement spécifiée. Ce n'est pas que de mystérieux instincts immédiatement la vouent à la passivité, à la coquetterie, à la maternité. C'est que l'intervention d'autrui dans la vie de l'enfant est presque originelle et que dès ses premières années, sa vocation lui est impérieusement insufflée. Cependant, nous ne devons pas considérer avec moins de méfiance les arguments des féministes. Bien souvent, le souci polémique leur ôte toute valeur. Si la question des femmes est si oiseuse, c'est que l'arrogance masculine en a fait une querelle. Quand on se querelle, on ne raisonne plus bien. Ce qu'on a cherché inlassablement à prouver, c'est que la femme est supérieure, inférieure ou égale à l'homme. Créée après Adam, elle est évidemment un être secondaire, ont dit les uns. Au contraire, ont dit les autres, Adam n'était qu'une ébauche, et Dieu a réussi l'être humain dans sa perfection quand il a créé Ève. Son cerveau est le plus petit, mais il est relativement le plus grand. Le Christ s'est fait homme, c'est peut-être par humilité. Chaque argument appelle aussitôt son contraire, et souvent tous ces deux portent à faux. Si on veut tenter d'y voir clair, il faut sortir de ses ornières. Il faut refuser les vagues notions de supériorité, infériorité, égalité qui ont perverti toutes les discussions et repartir à neuf. Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir, Gallimard, 1949. Renversante, un roman de Florence Hinkel. Le féminin l'emporte sur le masculin. Après, j'ai tout de suite pensé à ce qui se passait dans mon école. Mon école, à moi, s'appelle l'école Françoise Héritier. Et comme dans toutes les écoles de France, on nous apprend que le féminin l'emporte sur le masculin. Attention, ce n'est pas parce que les femmes sont supérieures, ou plus nobles que les hommes, ou je ne sais quoi. Non, c'est juste qu'il faut bien une règle pour simplifier la grammaire française. Alors pourquoi pas celle-là ? Bon, d'accord, au départ, quand cette règle a été décidée, au XVIIe siècle, par les 40 femmes de l'Académie française, c'était clairement parce qu'elles pensaient que les hommes étaient inférieurs aux femmes. On a des preuves. Lorsque les deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte, a affirmé la mère Bouhours en 1675. Le genre féminin est réputé plus noble que le masculin à cause de la supériorité de la femelle sur le mâle, a complété en 1767 la grammairienne Nicole Bosé. C'est injuste, c'est vrai, mais on ne va pas changer l'histoire. Maintenant que c'est comme ça, il paraît difficile de tout bouleverser. Néanmoins, papa dit que c'est possible, parce qu'une langue est vivante et se modifie sans cesse au fil des usages. À la même époque, plein de mots ont été effacés des livres et des usages. Écrivain, auteur, président, magistrat, philosophe, poète, professeur. Les femmes de l'époque trouvaient que les hommes commençaient à prendre beaucoup trop de place dans les domaines intellectuels et de pouvoir. Alors hop, effacé. Facile, non ? Trop facile, je dois bien dire, et un peu honteux. Maintenant, on essaie de réhabiliter ces mots, même si entre nous, ils sont vraiment moches et ridicules. Comme poète, par exemple, ça fait poète-poète. Mais bon, c'est normal quand on est un homme de vouloir être désigné par un mot masculin. Même moche et ridicule, je comprends ça. La professeure nous apprend aussi les droits de la femme. Quand on parle de la femme, c'est comme quand on évoque l'évolution de la femme préhistorique, etc. On ne parle pas que de l'être féminin, ça englobe tous les êtres humains, les femmes et les hommes réunis. Si on veut, on peut aussi l'écrire avec une majuscule, pour faire la différence entre l'humanité dans son ensemble et l'être féminin. Les droits de la femme, par exemple. C'est pour cela que le texte fondamental signé pendant la Révolution française pour abolir les privilèges s'appelle la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. À l'école, je suis dans la même classe que Tom, mon frère jumeau. Il est beaucoup moins crétin que les autres garçons qui n'arrêtent pas de nous embêter. L'autre jour, comme on en avait marre, on a traité Martin de petit choléra. On traite souvent les garçons comme ça pour qu'ils nous laissent enfin tranquilles. Les adultes le font aussi. J'entends les professeurs parler entre elles dans la cour et les couloirs. Quand même, quel petit choléra ce Victor. Ou bien, quel poison ce Mehdi. Ou encore, Justin a le diable dans le sang, ma parole. Les garçons ont donc l'habitude. Il n'empêche, Martin est devenu tout rouge, des tas de larmes lui sont venues dans les yeux, et il a répliqué « Et vous êtes des petites pestes !» Ça nous a bien fait rigoler. C'était la première fois qu'on entendait cette insulte.
Nous comparer à un péril mortel? Les garçons exagèrent toujours. Ce génie, c'est ma sœur, de Jeanne Chéral. Quand je l'ai vue saigner à se plier en deux, le ventre condamné par des assauts fiévreux, le corps humide et pâle, éreinté de douleur, j'ai ressenti son mal en pensant « c'est ma sœur ». Quand je l'ai vue chargée de 1000 poids trop lourds, assaillie, débordée du jardin à la cour, j'aurais juré qu'en elle il s'en cachait plusieurs. Mais non, elle était seule, elle assurait ma sœur. Quand je l'ai vue blessée par l'insulte et la haine qui pourrissent au fossé de la bêtise humaine, j'ai voulu la chérir et la couvrir de fleurs pour conjurer le pire. On fait ça entre sœurs. Mais quand je la vois forte avec le poing levé, déverrouiller les portes et battre le pavé, reléguer l'impossible au rang des vieilles peurs, je la trouve invincible, invincible ma sœur. Quand je la vois nature, animale et sauvage, épouser le futur au rythme de son âge, creuser sa propre terre et trouver son bonheur, j'en serais presque fière. Ce génie, c'est ma sœur. Quand je l'entends chanter l'urgence et l'absolu, l'amour, la liberté, les carcans révolus, les grands vents dans les blés, les sorcières en chaleur, je veux lui ressembler. Et par chance, c'est ma sœur. Rien n'est plus nuisible à la société que la différence établie dans la condition des hommes et des femmes. Rendre l'un des sexes objet de mépris pour l'autre, c'est détruire le bonheur de tous deux, car si l'opprimé perd sa considération, l'oppresseur perd aussi les avantages et les charmes d'une confiance qui ne peut naître que de l'égalité et le prix le plus flatteur du mérite, l'estime d'une âme libre. Ne résulta-t-il de cet état de choses d'autre inconvénient que l'impossibilité du perfectionnement de l'opprimé? Ce serait un très grand mal encore. Or, ce perfectionnement est non seulement impossible, mais le contraire est inévitable, car le moyen le plus sûr d'avilir un ou plusieurs individus, même à leurs yeux, c'est de dire qu'ils doivent être avilis et de les traiter comme tels. Or, voilà la triste dégradation que les préjugés ont opérée dans les femmes. En les condamnant à la dépendance, on les a nécessairement rendues dissimulées, car il ne peut y avoir franchise là où il n'y a pas liberté. Ayant affaire à des tyrans barbares que l'apparence du mécontentement pouvait irriter encore, elles ont dû paraître satisfaites de leur sort, afin de ne pas l'aggraver par des murmures. Il a donc fallu qu'elles eussent le rire sur les lèvres quand leurs âmes se brisaient par la douleur, et la fausseté leur a été non seulement utile, mais même nécessaire. À force de leur dire qu'elles étaient faites pour l'esclavage, on est parvenu à le leur faire croire et à éteindre conséquemment en elles toute énergie et tout sentiment d'élévation. À force de les traiter comme si elles n'avaient pas de raison, on les a conduites à douter de leur raison. À force de leur interdire tous les moyens de la fortifier et d'en faire usage, on les a réduites à n'en point avoir. Et lorsqu'on les a eues façonnées de la sorte, oubliant qu'elles ne peuvent être que ce qu'on les a faites, on a dit « Les femmes sont fausses, dissimulées, faibles, pusillanimes. Elles n'ont ni lumière, ni jugement, ni raison. Par conséquent, elles sont inhabiles à toutes les fonctions qui en exigent, incapables des occupations de l'esprit, etc. » Ces imputations et la conclusion qui en est la suite sont-elles justes? Mona Chollet, Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine. Chapitre 7, le soliloque du dominant, la féminité comme subordination. Les femmes sont-elles des objets ? La dénonciation par les féministes de la notion de femme-objet a parfois suscité des protestations chez les femmes elles-mêmes. Ainsi, la romancière et essayiste américaine Sirius Vett s'irrite. La réification est mal vue dans notre culture. Une clameur protestant que les femmes ne sont pas des objets sexuels résonne depuis des années.
elle se souvient de ce qu'elle considère comme ses propres contradictions de jeunesse. J'ai rencontré pour la première fois cette déclaration dans un livre intitulé « Sisterhood is Powerful », la puissance de la sororité, que j'ai acheté en 9e année scolaire, soit à l'âge de 14-15 ans. Bien sûr que les femmes sont des objets sexuels, les hommes aussi. À la même époque où je serrais contre mon cœur cet ouvrage de rhétorique féministe, je m'appliquais à me faire belle, me sanglais dans des jeans moulants et pourchassais l'élu de mon cœur, analysant en experte les désirables corps masculins. Peut-être existe-t-il, en effet, des féministes puritaines refusant d'envisager que les femmes puissent être des objets sexuels dans quelque circonstance que ce soit. Mais on a surtout l'impression d'un malentendu persistant. Le problème n'est évidemment pas qu'une femme puisse être envisagée comme un objet sexuel par des hommes qui, par ailleurs, la voient comme une personne globale, dotée d'un libre arbitre. Le problème est qu'elle existe socialement comme un objet sexuel, qu'elle soit réduite à cela et qu'elle ne puisse jamais affirmer pleinement sa dimension de sujet. Natacha Henry montre bien comment ceux qu'elle appelle les mecs lourds se servent de remarques crues adressées à une collègue, une subordonnée ou une parfaite inconnue, non pas pour séduire, ou alors ils s'y prennent vraiment très mal, mais pour disqualifier, pour humilier, pour marquer une domination. Quand un vieil avocat, croisant un confrère accompagné de sa jeune stagiaire, lui lance « C'est ta stagiaire pipe !» il est difficile de ne pas s'en formaliser en alléguant que, après tout, les femmes sont des objets sexuels. C'est cette inégalité fondamentale que refuse de voir Siri Husvet. Certes, dans leur vie amoureuse et sexuelle, les femmes sont des objets, et les hommes aussi. Mais les hommes, dans leur vie quotidienne, peuvent circuler, travailler, créer, exercer le pouvoir et que sais-je encore, sans qu'on spécule à voix haute sur leurs talents érotiques, ou qu'on les ramène en permanence à leur joli petit cul, ou qu'on leur reproche leurs fesses tombantes. Cette impuissance des femmes à obtenir qu'on les respecte est le sujet d'une vidéo satirique du site américain Funny or Die. Marion Cotillard y vante les mérites d'une mini paire de seins postiches à se coller sur le front pour aller travailler. Le seul moyen d'obtenir des hommes qu'ils vous regardent dans les yeux et vous prennent enfin au sérieux, au lieu de loucher sur votre décolleté. Mieux, les hommes, eux, peuvent même espérer qu'on rende hommage à leur physique avenant sans pour autant qu'on les oblitère en tant que personnes, ce à quoi une femme s'expose constamment. On peut avoir envie d'être séduisante sans avoir envie d'être agressée, proteste une étudiante. Par ailleurs, Husvet se trompe. Quand elle s'applique à se faire belle et se sangle dans des jeans moulants, elle soigne effectivement sa dimension d'objet. Mais quand elle pourchasse l'élu de son cœur ou analyse en experte les désirables corps masculins, elle est un sujet. Et ces attitudes, d'ailleurs, ne vont pas de soi. Les femmes, on l'a vu, sont encore éduquées pour se conformer aux désirs d'autrui, plus que pour satisfaire le leur propre, que la norme sociale continue de brider. Les hommes, écrivait notre journaliste plagiste dans Elle, aiment les filles libérées. Être libéré représente donc un impératif, et un impératif auquel il faudrait se conformer non pour le plaisir de la liberté, mais pour correspondre aux attentes des hommes. Confessons que cela fait beaucoup de paradoxes pour notre petit cerveau. Et pourtant, cette vision pour le moins particulière de la libération est très répandue. Elle en finit même par passer inaperçue. Extrait du livre Baiser après MeToo, Lettre à nos amants foireux, texte d'Ovidie, illustré par Digli. Lettre à celui qui pense que maintenant on ne peut plus draguer. Tu les as saluées quand elles ont rédigé une tribune pour défendre ton droit à nous importuner. Tu as soutenu Sophie de Menton lorsqu'elle a affirmé que se faire siffler, c'est plutôt sympa. Tu as applaudi à chaque fois qu'une Catherine Deneuve ou qu'une Fanny Ardant a volé au secours de Polanski. Tu as trouvé Adèle Haenel hystérique et mal élevée lorsqu'elle a quitté la cérémonie des Césars. En fait, les femmes, tu ne les approuves que lorsqu'elles vont dans ton sens, que lorsqu'elles ne remettent pas en question tes prérogatives. Tu hurles au retour de l'ordre moral. Tu pestes contre ces féministes puritaines, celles qui t'obligent à te remettre en question. Celles qui pointent du doigt ta vieille bite et te font comprendre que cela fait peut-être 30, 40, 50 ans que tu t'en sers mal. Oui, je sais, c'est dur pour l'ego. Celles qui te disent que tes compliments salaces, que tu prends pour de la séduction, les mettent mal à l'aise et qu'elles ne veulent plus les subir. Celles qui essayent de te faire comprendre que non, le harcèlement, ce n'est pas uniquement un mec dans la rue qui dit « Hé, mademoiselle, t'es trop charmante ». C'est aussi des types comme toi, en position d'autorité.
On ne va plus savoir séduire, on ne va plus oser se draguer, on ne va plus pouvoir baiser. Il paraît même que les Américains doivent toujours laisser la porte ouverte lorsqu'ils s'adressent à une collaboratrice. Ah, ça t'inquiète de voir que le monde change, tu t'y sens déjà perdu, tu perds tes repères. Avant, c'était simple. Tant que ta position sociale te l'autorisait, tes lourdeurs étaient encore perçues comme de la galanterie. Moi, je suis inquiète de te savoir inquiet. Je suis inquiète de prendre conscience d'à quel point tout cela faisait partie de ton modus operandi. Car tu n'es pas seul, oh non. Vous êtes nombreux à penser ainsi. Et pourtant, il va bien falloir vous y faire. Sinon, que croyez-vous? D'autres prendront votre place. Des moins lourds que vous, des types qui auront su se détacher des images caricaturales de masculinité que vous persistez à soutenir. Car nous continuerons à baiser, ça, c'est sûr. Lettre de Françoise Marette à son père Henri Marette. Copie de la lettre du 15 juin 1938. Cher papa, j'ai reçu ta lettre l'autre jour au moment de partir pour Boutigny. Je n'ai pu la lire que dans le train, et d'ailleurs, j'étais si loin de penser au drame qu'elle reflétait, que j'avais cru, en voyant ton écriture, que c'était un mot gentil pour me souhaiter un bon repos. Bien des choses t'étonneront sans doute, mais au point où nous en sommes, je crois que rien ne pourra embrouiller plus qu'elles ne le sont déjà tes idées sur moi et la vie que je mène. Il n'y a rien dans ma vie qui ne puisse honorer mes parents, mes amis, mon milieu. Il n'y a jamais rien eu. Je me suis vue misérable, longuement découragée, avec la notion exacte de tout ce que je risquais, ou bien sombrer tout à fait, par manque de résistance, physique ou morale, ou bien d'acquérir au contact des vraies épreuves de la vie, qui ne sont pas les débats stériles avec les « qu'en dira-t-on », les « de quoi ça a l'air », les « la peine que tu me fais », une expérience humaine qui me récompenserait de tout ce que j'aurais souffert. Ce qui me soutenait, c'était la certitude d'être dans la bonne voie, et surtout une qualité qui me vient de ton côté, Marette, tes sœurs et toi, et qui n'est pas l'orgueil, mais la dignité de soi-même. Il y a des choses qui, on le sait, doivent arriver un jour. On voudrait en retarder le moment, mais lorsqu'il est venu, il faut savoir les accueillir. Si je suis ton enfant, je ne suis plus une enfant. Au lieu d'être très triste de m'aimer malgré tout, tu comprendras peut-être que je suis une femme qui te fait honneur, tout autant qu'à ma mère d'ailleurs. Alors, même si je dois te voir encore plus rarement, ou pas, je ne regretterai jamais les heures passées à t'écrire. Je ne dois qu'à l'analyse et à toi, qui m'obligea malgré moi à commencer un traitement que je ne voulais pas faire, de m'être guéri avant d'avoir bâti, sur des fausses bases, les fondations d'un foyer boiteux. Quel sera mon avenir? Je n'en sais rien. Je me sens capable de rendre un homme très heureux. Si tu veux qualifier cela d'orgueil, libre à toi. Je ne me flatte pas d'être sans défaut, même celui-là, mais seulement d'être humaine, un numéro moyen. Viendra-t-il un jour celui qui me demandera de faire ma vie avec lui parce qu'il m'aimera et que je suivrai parce qu'il aura su me le demander? Et crois-moi, les hommes capables de parler ainsi à une femme sont rares. Je ne sais si jamais je le rencontrerai. Sinon ma vie sera un peu ratée, mais moins que si j'étais partie par amitié avec un être faible. C'est que j'ai perdu 10 ans de ma vie et sans avoir eu de vraie jeunesse. C'est à 30 ans que je suis femme et prête à donner ma vie comme on donne un cadeau. Mon métier, ma carrière, comme tout cela est secondaire et comme je les plaquerais volontiers si cela m'était possible, non que cela m'ennuie, mais parce que je me sens capable de faire mieux. Dans le courant de mon traitement, je peux en parler maintenant, c'est loin, j'aurais voulu abandonner les études de médecin que j'avais visées depuis l'enfance. Ce goût m'était venu de maman, qui me disait qu'à ma place, c'est ce qu'elle ferait. Quand j'étais jeune fille, cela ne semblait pas admissible encore, et c'était son grand regret. Mais le but essentiel que je visais inconsciemment était d'égaler les garçons en prenant un métier d'homme. En découvrant la femme en moi et en abdiquant ses revendications masculines intérieures, l'intérêt pour les diplômes et les triomphes d'examen disparaît. Mais la vie libre à la maison, malgré mes 27 ans ne m'étant pas possible, le seul moyen était de continuer ces études autrefois prises comme une fin en elles-mêmes. Depuis 3 ans, c'est le fait même que je n'étais pas farouche et que je commençais à me dégrossir timidement
qui faisait que maman, parallèlement, me rendait la vie de plus en plus étouffante, comme si la vie normale, où je me tenais, ses premiers pas tardifs, était la voie dangereuse du mal avec un grand M. Il me fallait donc continuer mes études afin de sortir de cette atmosphère lourde. Je ne te parle pas de l'horrible et nécessaire solitude, grâce à laquelle, cependant, je dois avoir compris que l'éloignement était l'unique moyen de m'en sortir. Je ne connais pas de mère, à moins qu'elle ne soit malade ou dénaturée, ce qui n'est pas du tout le cas de maman, qui puisse humainement détruire la réputation de son propre enfant. Surtout quand cet enfant, en héritière de ce qu'il y a de meilleur en elle, réalise les rêves juvéniles de sa mère de la manière la plus honorable. Il faut que j'aie beaucoup souffert, si tu savais combien, pour arriver à ce détachement, tout en conservant pour ma mère et en ayant pour elle, plus que jamais auparavant, une tendresse filiale. Pour en revenir à mon activité professionnelle, je me dis que je serais peut-être contente, un jour, d'avoir terminé mes études et d'avoir un peu d'expérience déjà dans ma difficile spécialité, au cas où je serais obligée, pour vivre, de continuer à travailler ou de reprendre si je cesse à un moment. Quant à me marier, comme je te l'ai dit, je l'espère beaucoup, mais il faut être deux. Or, il n'y a rien que les gens aiment moins que de ne pas savoir classer quelqu'un dans une catégorie. Femme célibataire, alors femme facile qui couche avec qui bon lui semble. Jeune fille, alors sans expérience, ni maturité d'esprit, et encore moins de responsabilité. Je ne suis ni l'une ni l'autre, et je ne joue pas un rôle en étant libre sans tenir à ma liberté, en vivant seule sans être sauvage. Au contraire, médecin, sans être ni féministe, ni apôtre, ni affranchi, ni intellectuelle, ni révoltée, mais simplement femme, et qui puisait, ne reniant pas même mon milieu, la bourgeoisie, auquel je me sens liée tout naturellement. Alors vois-tu, papa, les circonstances qui ont fait de moi ce que je suis rendent un mariage réussi un peu difficile, ce qui ne veut pas dire impossible, heureusement. N'étant pas du tout fofolle, pas du tout aigrie, pas putain, pas intellectuelle, pas laide non plus, et pourtant pas mariée, mais qu'est-ce qu'elle est donc ? Je suis habituée à ce que les hommes fassent la cour en moi à celle qu'ils me croient être. Cela ne me fait pas d'impression. Je continue d'être naturelle alors. Ou bien elles disparaissent, déçues et vexées, alors tant mieux, ou bien une véritable amitié naît entre nous. Tu le vois, une femme seule, quand elle le veut, peut toujours se défendre, bien que sortant pas mal, voyant volontiers du monde et des hommes, même célibataires. Voici, mon cher papa, une très longue lettre. J'ai mis bien des heures et loisirs morcelés à l'écrire, et c'est pour cette raison, et parce qu'elle me tient ardemment à cœur, qu'il m'a fallu tant de jours et que je l'ai commencé dès mon retour de Boutigny. Tout ceci aurait pu être dit de vive voix dans une conversation. Et si pour bien des choses qui y sont, je n'étais pas mûre encore pour t'en parler tôt sur ce ton détaché et sincère, beaucoup d'autres auraient pu être dites si j'avais pu trouver le moyen matériel de te parler et surtout la possibilité morale d'un contact direct avec toi, sans obstacle affectif trop dur à renverser. Je pense ici à ton silence absorbé que tu ne romps que pour parler affaires en restant strictement sur le plan, ou avenir du côté extérieur seulement, réussite, examen, fatigue, ou bien pour m'exprimer en paroles et en écrit des reproches tellement faux et sans rapport et avec la réalité que je nous sens alors étrangers l'un à l'autre. Quelle que soit ta décision, mon père tendrement chéri, je l'approuverai, et mieux, si après cette longue lecture je te semble encore inconsciente, sache que je comprendrai le désarroi qui t'y obligera, et j'accepterai volontiers ton jugement sévère. Maintenant que je t'ai tout dit, et du mieux que j'ai pu. Ta petite Fran. 14 juin 1938. Qu'on ne s'imagine pas que je confonde ce qui ne doit pas être confondu, qu'on ne s'imagine pas que je veuille faire les femmes hommes et leur ôter le caractère distinctif de leur sexe, la douceur et la bonté, non. Que ceux-ci gardent le rang suprême, qu'ils soient guerriers, héros, on ne leur disputera point le pouvoir de s'entr'égorger, de s'abreuver des larmes et du sang des nations, qu'on ne s'imagine pas non plus que je veuille établir la domination des femmes et rendre les hommes dépendants d'elles. Rien ne prouve cette absurdité qui n'entra jamais dans ma pensée, mais par la même raison que je ne veux pas que les femmes dominent, je ne veux pas non plus qu'elles soient dominées. Par la même raison que je ne veux pas qu'elles asservissent, je ne veux pas non plus qu'elles soient asservies. En un mot, liberté et égalité civile, voilà ce que je réclame pour elles.
N'est-il pas un milieu entre l'autorité souveraine et la nullité absolue ?